Ils déambulent, ils errent dans les rues de Dakar en quête de pitons, ou du moins en quête de pièces. L'esprit figé sur une chose, comment avoir l'argent demandé par le maître coranique avant le coucher du soleil. C'est la routine et ça commence tôt le matin. Ils se partagent une petite tasse de café et c'est parti pour une rude journée. Ces enfants, censés être dans les daras, en train d'étudier, ou dans les écoles, ou dans leur famille, passent toute la journée dans la rue, sales, mal habillés, pieds nus, affamés, et le pire, c'est qu'ils ont besoin, comme tant d'autres enfants, de dormir, de faire la sieste. Et n'importe quel support sera parfait pour une petite somme. Cet dimanche en dit long. Ces enfants, la plupart du temps, sont contraints à mendier pour ensuite remettre l'argent collecté à leur sérine dara. Oui, c'est plus qu'une réalité au niveau du Sénégal parce qu'on se rend compte que dans toutes les régions, par exemple périphériques, plus Dakar, la capitale du Sénégal, qui est devenue la capitale de la mendicité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a le plus grand nombre d'enfants mendiants au niveau de la capitale du Sénégal. Du problème de la mendicité, du problème de la mobilité de nos enfants, autant dans le pays que dans la sous-région. Il y a un phénomène de plus en plus visible, parce que je ne pense pas qu'il y en ait plus qu'auparavant. Qui traînent dans les rues à longueur de journée et qui sont exploités par un adulte. Pour certains, à défaut d'avoir cette somme, bienvenue les sévices. Après soo amul xaalis ñu dool après ma daw doo ñëw fii après ñu ñuy dimbale ñu la yar fii ba yàgg ñu yóbbu la boo amul tamit xaalis boo ñëw ñu door la dañ lay jàpp tànk yi ak loxo yi di ñu simmi la yére yi door la. Comment tu l'as vécu? Ces deux enfants, tous deux, des Bissau-Guinéens, ont fui leur dara qui se trouve dans la banlieue dakaroise. Ils se sont réfugiés à l'Empire des enfants. La conversation avec eux est entamée. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous faisiez le basket? Wow. Et toi aussi, tu faisais le basket? Wow. Ananata? Jantu. Ananata? Jantu. Antanenama et Baba? Guinée. Antanenama? Guinée. Donc vous êtes des Guinéens. Toi, tu es Guinéen? Guinée-Bissau. Depuis quand tu es venu au Sénégal? Quand tu venais au Sénégal, comment tu as fait étudier? Avec qui? Sama sœur. Vous étiez combien? Ñaari. Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Ils ont été déplacés de la Guinée au Sénégal. Guédiawaye. Ils ont été contraints à mendier. Ça dama bëgg dellu suñu dëkk ma jàng foofu. Dañ lay wax nga dem yilwaan ba dama yilwaan koy luwaan ñu lay dàkk. Et ne pas donner au maître coranique l'argent qu'il faut est synonyme de sévice. Leurs cicatrices situées dans la profondeur de leur intimité en disent long sur leur souffrance. Dafa am gaañ-gaañ. Oh. Ou pisse. En effet, ces deux enfants ont fui leur dara pour se retrouver à l'Empire des enfants. En arrivant, ils étaient dans un état piteux. Mais quand ils arrivent ici, vous savez que physiquement, émotionnellement, il y a un choc que ça les fait. Peut-être que ça faisait maintenant longtemps qu'ils ne voyaient pas des gens qui prêtaient attention à eux. Ici, ils n'ont pas ce stress-là de devoir rendre compte et tout ça. Donc ici, nous faisons en sorte qu'ils reprennent la vie normale d'un enfant normal. Et au tout début, ils viennent parce qu'ils sont fatigués. Ils ne viennent pas parce que peut-être qu'ils savent ce qu'on fera avec eux, ce qu'on fera pour eux. Ils viennent parce qu'ils ont besoin d'aide. Comme ils ont l'habitude de chercher de l'aide un peu partout. Mais ici, on leur présente un projet. On leur fait comprendre que quand vous êtes ici, c'est pour
ne plus revivre ce que vous avez vécu. C'est pour qu'on vous retourne dans vos familles. C'est pour qu'on définisse avec vous un projet de vie. Donc c'est pour ça que chaque enfant pour nous est un cas spécifique. Il veut apprendre le Coran. On va faire en sorte qu'il soit dans quelque part où il va apprendre le Coran. Il va aller à l'école, il veut apprendre un métier, il veut juste retourner chez ses parents. C'est très important pour un enfant qui a survécu tout seul de savoir le convaincre, de ne pas lui imposer. Parce que si vous essayez de lui imposer quoi que ce soit, il peut retourner dans la rue. La plupart des enfants mendiants ou talibés qui se sont retrouvés à l'Empire des enfants viennent de la sous-région. Et on accueille tous les enfants, en fait, sans aucune distinction. Mais il est vrai que beaucoup parmi ceux que nous accueillons viennent des pays de la sous-région, comme la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, voilà, et d'autres enfants aussi du Sénégal. La plupart de ces enfants non sénégalais sont plus des Guinéens, même si d'autres nationalités sont bien présentes ici. À l'Empire, on voit beaucoup d'enfants passer. Donc, il y a des Gambiens, des enfants de la Guinée-Bissau, du Mali. Et on a même eu un enfant qui venait du Nigeria. La majeure partie, je dirais même de la Guinée-Bissau, la majeure partie viennent de ces pays-là. C'est vrai que les enfants que l'on voit ici dans la rue ou qui sont récupérés à l'Empire des enfants et dans d'autres structures, ce sont pas tout le temps des Sénégalais. C'est des enfants qui viennent non seulement de la Guinée-Bissau, mais du Mali ici, de la Guinée même aussi, et même de la Mauritanie. Donc ces enfants trouvent refuge ici et soit ils continuent leur errance, soit alors on les prend dans des structures telles que le Dara de Malika. Le Dara de Malika, on n'en parle plus et c'est dommage parce que c'est un Dara qui est modèle dans la modernisation des Daras. Et je ne vois pas pourquoi on n'aiderait pas des structures comme le Dara de Malika, l'Empire des enfants également. Je vois qu'il y a des mécènes qui les prennent en charge, qui prennent en charge les besoins de ces enfants-là, alimentaires ou de santé. En effet, ils sont là et c'est une réalité. Des enfants âgés de 5 à 12, 15 ans ou plus amenés à Dakar pour être exploités. Que ce soit ceux qui sont du Sénégal et ceux qui nous viennent de la Guinée-Bissau. C'est que ça continue. Si vous prenez la question de la mendicité forcée des enfants, les enfants continuent à arriver. Les enfants, soit des régions intérieures, soit des pays limitrophes, les enfants sont massivement présents dans les rues, si vous voulez, de Dakar, au vu aussi de tout le monde. Et cette finalité à des fins d'exploitation de leur mendicité également à ciel ouvert. Et si on voit les enfants qui sont souvent victimes de traite ou d'exploitation, c'est des enfants qui sont en situation de mobilité et qui en général accompagnent leur maître coranique dans des daras itinérants. On ne peut pas traiter la question de la mobilité des enfants sans pour autant aussi intégrer la dimension transnationale de la question. Une étude qui date de 2006 de la Banque mondiale, de l'UNICEF et du BIT sur les enfants mendiants à Dakar révélait déjà qu'il y avait quand même parmi les 7800 enfants qu'ils ont trouvés dans la rue à cette époque-là, qui étaient en situation de présence permanente dans la rue pour mendier, parce que ces enfants qui sont dans la rue, qui ont été identifiés dans cette étude, tous pratiquement mendiés, étaient donc enrôlés dans la mendicité forcée. Il y avait quand même un bon nombre, disons plus de 10% à 15% qui proviennent des pays de la sous-région, des pays limitrophes du Sénégal et principalement de Guinée-Bissau pour les enfants mendiants. C'est-à-dire 30% des enfants non sénégalais, 30% proviennent de la Guinée-Bissau. La lutte contre la traite des personnes, c'est la plus récente. Elle date de 2013, elle a été menée en 2013 et les résultats ont été publiés en 2014 sur
les enfants, et là ça concerne uniquement les enfants dans les écoles coraniques. Sur un effectif de plus de 54 000 enfants recensés dans ces écoles coraniques, plus de 53% de ces enfants mangent quotidiennement. Et parmi eux, il y a des enfants, au moins 9% qui proviennent de la région, surtout de Guinée-Bissau. Et plus de 95% de ces enfants aussi, en fait, disons, proviennent de la mobilité, soit des régions intérieures, soit des pays limitrophes. La direction de la protection des enfants revient également sur les chiffres. Le chiffre exact que je pourrais vous donner, qui est illustratif, sur les 1585 enfants qui étaient retirés de la rue durant la première phase des opérations entre 2016 et 2017, les 950 étaient des Sénégalais. Mais près de 650 étaient de nationalité étrangère, dont les 402 venaient de la Guinée-Bissau. Dans une faible proportion, il y avait le Mali, la Gambie, il y a aussi quelques enfants de la Sierra Leone, mais ce n'était pas tellement important, c'est 2 ou 3. Mais si vous considérez que pratiquement le tiers provenait de la sous-région, donc vous comprenez déjà l'ampleur de ce phénomène. Les 950 qui étaient des Sénégalais, ils venaient de l'intérieur du pays, notamment de la zone de Kaffrine, du Saloum, du milieu général, et celui de Kolda. Parce que Dakar, c'est une zone d'accueil. C'est des enfants qui quittent le nord, le sud, pour transiter par Thiès, par Saint-Louis, Dakar, qui sont principalement les zones d'accueil de ces enfants-là. Eh bien, il est aussi important de spécifier la présence des différentes nationalités. Lors de la deuxième phase également, 339 enfants ont été retirés. Les 205 sont des Sénégalais, mais 99 de ces enfants viennent de la Guinée-Bissau. 25 enfants viennent de la Gambie, 5 du Mali, 3, je pense, de la Guinée-Bissau et 2 du Niger. Donc vous voyez que les flux migratoires impliquent également des enfants qui viennent d'un pays à un autre. Et pourtant, la législation est là et réglemente bien autant la mobilité ou en tout cas le déplacement des enfants d'un pays à un autre. Et autant également la loi est là qui protège les enfants contre toute forme d'exploitation. Ces données montrent réellement que la majeure partie des enfants qui sont exploités par la mendicité ne sont ni moins que des enfants du Sénégal, mais souvent qui nous viennent de l'intérieur du pays. On se rend compte que dans toutes les régions, par exemple périphériques, plus Dakar, la capitale du Sénégal, qui est devenue la capitale de la mendicité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y a le plus grand nombre d'enfants mendiants au niveau de la capitale du Sénégal. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très déplorable, quelque chose de dur à accepter pour que notre pays puisse être, à travers Dakar, la capitale de la mendicité de l'Afrique de l'Ouest. Moi je pense qu'à ce niveau, il ne faudrait pas que les gens se leurrent. Aujourd'hui, ce qui est réel, la majeure partie des enfants nous viennent du Sénégal. Ils nous viennent des régions frontalières du Sénégal. Quand on regarde la région de Kolda, quand on regarde la région de Kaffrine, quand on regarde la région de Saint-Louis, celle de Dakar et de Ziguinchor maintenant, qui est devenue même une ville à forte dominante mendicité. Ce qui ne l'était pas avant à Ziguinchor. Donc maintenant, on se retrouve qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on retrouve à Ziguinchor. À Dakar, ça c'est la catastrophe. Des Guinéens, des Maliens, parfois Gambiens ou Nigériens, des Sénégalais habitant dans les zones frontalières se retrouvent à Dakar et font partie du décor de la ville. Ceci
historiquement, a une explication. Dans le sens, c'est quand même sur des séquences de l'histoire. Ce n'est pas les enfants qui viennent d'eux-mêmes. C'est le Sénégal est en relation avec la Guinée-Bissau, le Mali, et il y a des échanges. Je donne des exemples. La Gambie, la Guinée-Conakry. Il y a des échanges. Il y a eu tout le temps des échanges avant l'époque coloniale et jusqu'à l'époque coloniale, et ça continue. Avant l'époque coloniale, on a appartenu à des mêmes empires. Si vous prenez l'exemple de l'empire du Gabou, c'est quand même une partie du Sénégal faisait partie, une partie de la Guinée-Bissau faisait partie, une partie de la Gambie. Il y a eu aussi la présence dans une étude de la Banque mondiale sur la vulnérabilité des familles et des enfants, qui avait plus de 70 000 enfants en situation de mobilité qui venaient vers le Sénégal. La plupart de ces enfants-là, c'était des enfants mendiants. Dakar est réputée ville économique, ville où la population croit à l'aumône. On en profite. Et c'est des moments aussi de rentabilité financière pour ceux qui s'adonnent, qui recrutent ces enfants, qui s'adonnent à la traite des enfants, à des fins d'exploitation de leur mendicité, surtout que la mendicité au Sénégal rapporte beaucoup. Et donc ça favorise, c'est un élément favorisant la mobilité. Au phénomène de mobilité des enfants qui est une réalité dans la sous-région, compte tenu de plusieurs facteurs. D'abord parce que le Sénégal est un pays accueillant, c'est le pays de la Teranga. Les gens ne vont pas tellement dans les autres pays. Et c'est cette Teranga-là qui fait que la mendicité également est rentable. Les Sénégalais sont très généreux, d'après ce que disent les mendiants qui viennent ici. Tous ceux qui quittent l'Afrique de l'Ouest, ils viennent directement sur Dakar parce qu'ils se disent que c'est à Dakar où les gens donnent la charité. Et c'est ça qui est vraiment déplorable. Parce qu'en fait, les Sénégalais ne pensent qu'à donner la charité parce qu'en fait, ils ont des soucis au niveau familial. Ils se disent qu'en donnant la charité, peut-être, on peut résoudre le problème. Et voilà pourquoi les Sénégalais se permettent à tout le temps de donner la charité à des enfants. Autre motif attire souvent les Serigne Dara. Mais cela également est facilité par les clauses de la CEDEAO qui déterminent la liberté de circulation des biens et des personnes. Il se trouve que le Sénégal est un pays traditionnellement accueillant qui à l'époque recevait des personnes qui étaient en quête du savoir, surtout du savoir religieux. Nous l'avons vu. Mais aujourd'hui, le déplacement de ces personnes avec leurs enfants ne saurait se justifier par la quête du savoir. Parce que nous savons qu'il y a des soubassements économiques qui font que de plus en plus, ce phénomène s'amplifie parce que l'exploitation de la mendicité d'autrui des enfants est actuellement très rentable. Il y a la question de la formation de notre personnel aussi, en charge de la gestion de ces espaces. Ces espaces sont dans des gestions en général communes entre deux pays, dans des endroits bien déterminés. Mais tout au long de la frontière, les gens peuvent passer comme ils l'entendent. Il y a un besoin d'éducation des différentes populations des différents pays, mais il y a un besoin également de sanctions. Quand on en prend un ou deux, il faut gérer par une méthode d'exemple. Certains de ces enfants arrivent souvent au Sénégal à l'insu de leurs parents. Chaque enfant a son histoire. Il y a des enfants pour qui c'est les parents qui ont décidé de les confier à des maîtres coraniques. Il y en a d'autres, c'est les maîtres coraniques peut-être qui vont
qui vont convaincre les parents de leur donner les enfants en leur disant que nous allons leur donner une éducation religieuse. Comme cela se fait en temps normal. Mais le problème maintenant se trouve au niveau de la réalité que cette personne-là cache aux parents. On est tous conscients que les conditions matérielles ne sont pas souvent réunies dans certains daras, mais est-ce que cette personne-là, ce que cette personne-là fait vivre aux enfants, est-ce que les parents sont au courant? Il arrive que les parents ne soient pas au courant. Nous avons des parents qui viennent ici et qui nous disent que je n'étais pas au courant. Il arrive que nous allions retourner des enfants dans leur famille et que on voit tout un village dire qu'ils n'étaient pas au courant. C'est vrai ou pas, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent, que pour eux, voilà, leurs enfants étaient dans de bonnes conditions et tout ça, alors que ce n'est pas le cas. On a même des anecdotes allant dans ce sens. Oui, moi, celui qui m'avait en tout cas, celui qui m'avait marqué, celle qui m'avait marqué, c'était le papa qui est venu de Guinée-Bissau jusqu'à Dakar en sandales, en tapette. Et on ne pouvait même pas parler parce qu'il ne comprenait pas Wolof, il ne comprenait pas français. Donc j'ai dû trouver quelqu'un pour traduire. Et lui, il m'explique que c'est un ami à lui qui vit ici à Dakar qui lui a dit que j'ai vu ton enfant mendier à Koloban. Et lui, il dit non, moi, mon frère est venu au village pour récupérer mon enfant, pour l'inscrire dans une école coranique. Donc, lui, il dit qu'à son âge, il n'est jamais venu à Dakar. Il vient d'un village de Guinée-Bissau, il travaille à la capitale, à Bissau. Donc, quand un ami à lui qui vit à Dakar lui dit que j'ai vu ton enfant mendier, il dit que c'est pas possible. Donc, quand il est venu, il regardait son fils. Nous, on lui a montré des photos de l'état dans lequel son fils est arrivé à nous. Lui, en tout cas, il était hors de lui, en se disant qu'il allait... Voilà, que son frère, en tout cas, a intérêt à ne pas le croiser pour ne... Il passe les frontières régies par le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens, ce qui repose une fois de plus la problématique de la porosité de nos frontières. Le Sénégal, quand même, a mis une réponse. Et de plus en plus, et comme il est souligné, ces frontières sont poreuses. Et si vous prenez la Guinée-Bissau, entre le Sénégal et le Bénin, c'est 700 km de frontières quand même. Et il n'y a pas de poste de contrôle partout. Donc l'État ne contrôle pas. Mais maintenant, ils ont mis des postes, ils ont renforcé. L'autre aspect, c'est la porosité de nos frontières. Nous ne pouvons pas toujours trop contrôler le déplacement. Même si à l'époque, on avait mis en place au niveau de certains villages des comités d'alerte et de veille. Ils ne contrôlent pas. Mais maintenant, ils ont mis des postes, ils ont renforcé. Et il y a des contrôles maintenant quand vous êtes accompagné d'enfants. On vous demande de justifier quelque part. Il y a un contrôle de papier pour surtout contrôler, même si on est dans l'espace CEDEAO, où il y a la libre circulation des personnes et des biens, mais cela n'empêche qu'il y a des contrôles pour empêcher la traite des enfants, la traite d'êtres humains. Un enfant non accompagné ne peut entrer ni sortir du pays. Il doit au moins fournir un papier comme une autorisation parentale. Et souvent, ce n'est pas le cas. Les mineurs non accompagnés doivent avoir des papiers. Même les mineurs accompagnés doivent avoir des papiers qui justifient le lien entre la personne, l'adulte et la petite personne qui est avec. Mais vous savez, on ne demande pas souvent ça. Je suis désolée, on ne demande pas souvent ça. C'est pas parce que nos frontières sont poreuses, mais il y a la question de l'information de notre personnel aussi, en charge de la gestion de ces espaces. Ces espaces sont dans des gestions en général communes entre deux pays, dans des endroits bien déterminés. Mais tout au long de la frontière, les gens peuvent passer. Des chemins de contournement, des activités religieuses ou culturelles, des subterfuges sont utilisés par les auteurs qui font traverser les enfants. Bon, maintenant, les trafiquants, ceux qui utilisent les événements religieux, qui utilisent, comme j'ai dit, cette tradition de mobilité, d'échange entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, c'est des exemples.
Donc, ce qu'ils font maintenant, les trafiquants aussi, ils ont des stratégies de contournement. Ils connaissent les routes officielles, donc les points de passage officiels qu'ils évitent. Ils contournent ça par d'autres points de passage qu'ils connaissent très bien. Donc ça fait des passages à travers certains villages pour contourner. Mais au niveau de ces deux... Ils passent et ils entrent, mais à quoi faisant? Parce qu'à un certain moment, les trafiquants évitaient les points de contrôle d'entrée des frontières et passer au-delà dans les villages. Et cela les amenait aussi à traverser des frontières avec des groupes d'enfants. Et souvent avec la complicité de transporteurs, si ce n'est un trajet à pied. Mais cela également est facile. Qu'ils connaissent très bien parce qu'ils le contournent. Et leur stratégie, au lieu d'être avec 10 enfants, ils éclatent les enfants. Ils éclatent les enfants. Par exemple, des fois, même dans le bus, ils peuvent confier les cars, ils peuvent confier les enfants à une, deux, etc. C'est pourquoi c'est extrêmement important de sensibiliser également, comment dirais-je, les chauffeurs, etc. Mais il y a un travail remarquable que font ces structures communautaires, surtout les coalitions des acteurs pour la protection de l'enfant et CAP. Mais malgré tout, il y a quand même des voies, des chemins qui échappent parce qu'eux, ils sont de là-bas. Ces enfants qui migrent vers le Sénégal sont hébergés dans les daras où ils sont censés apprendre le Coran. D'autres sont exploités, d'autres sont battus. Exploitation par un adulte, la personne qui fait ça ne donne pas son consentement. Et voilà les raisons pour lesquelles c'est assez compliqué. Donc ça se fait sous forme de traite parce que l'enfant n'a pas choisi d'aller mendier. Donc c'est son adulte qui lui dit, tu vas le faire pour moi. Et qu'en fait, ce qu'on demande, ce n'est rien d'autre que de l'argent. On ne demande pas autre chose, on demande de l'argent. La plupart du temps, c'est à cause soit des violences, soit des conditions difficiles. Parce que quand vous parlez aux enfants, ils vous font comprendre que, voilà, à un moment, peut-être qu'ils ne supportent plus les conditions dans lesquelles ils sont là-bas. Et ils préfèrent être dans la rue. Et s'ils ont connaissance des structures qui peuvent les aider à s'en sortir, ils y vont. Que ce soit ceux qui viennent de l'intérieur du pays ou ceux qui viennent de la sous-région, beaucoup d'entre eux subissent des sévices, sont victimes de maltraitance, d'exploitation. Alors, la traite des enfants par la mendicité est-elle un mythe ou bien une réalité? Oui, mais c'est de la traite parce qu'en fait, la traite, il y a 3 facteurs importants au niveau de la traite. C'est le transport, qui est le déplacement, c'est l'exploitation par un adulte. Et la troisième chose, c'est sans le consentement de l'enfant. La personne qui fait ça ne donne pas son consentement. Et voilà les raisons pour lesquelles c'est assez compliqué. Donc ça se fait sous forme de traite parce que l'enfant n'a pas choisi d'aller mendier. Ce qu'on considère comme traite, c'est par exemple un adulte qui va chercher un enfant d'un endroit précis. Il l'amène en faisant croire aux parents que c'est pour tel but, l'amener à Dakar ou dans son école ou en tout cas dans un endroit pour qu'il apprenne le Coran et que cet enfant-là passe le plus clair de son temps dans la rue, qu'il soit obligé, c'est ça en fait, il soit obligé de verser une somme tous les jours. Donc ça, nous on ne le qualifie pas autrement. Bon, si nous considérons que la traite, c'est le recrutement, l'identification, le recrutement, le transport, l'hébergement, l'exploitation à des fins. Là, nous considérons que ce qui se passe ici, dans notre pays, s'apparente à cette forme de traite-là. Mais une traite qui se réfugie derrière le prétexte de l'apprentissage, de la mendicité, à travers de l'apprentissage du Coran. Et beaucoup d'enfants ici, quand ils vous racontent, c'est ce qu'ils vous disent. Eux-mêmes peut-être ne savent pas que c'est illégal, mais c'est carrément ça. Et souvent, ceux qui leur font faire ça ne le nient pas.
Donc quand ils viennent, souvent ils viennent pour récupérer les enfants, on leur fait comprendre qu'on ne va pas vous rendre ces enfants-là, on les rend à leurs parents ou au tuteur légal, quelqu'un qui présente un document qui prouve que l'enfant est de sa responsabilité. Donc ils ne le nient pas, ils ne nient pas qu'ils exploitent ces enfants, qu'ils les forcent à leur faire un versement quotidien d'un montant bien déterminé. En effet, pour qu'il y ait traite, il faut qu'il y ait l'acte, c'est-à-dire le recrutement ou l'hébergement ou le transport, entre autres. Un autre élément également, le moyen. Cela peut être par la menace, la tromperie, l'abus et une finalité qui est l'exploitation. Mais attention, tous les enfants qu'on retrouve dans les rues en train de mendier ne sont pas tous victimes de traite. Cette question, elle est à camper correctement pour qu'on ne fasse pas d'amalgame. Le fait que les enfants errent dans la rue ne veut pas dire que les enfants sont sous le régime de la traite. La traite veut bien dire une chose. Non seulement il y a les contraintes, y compris par corps, mais également il y a la maltraitance, il y a les violations des droits, etc., etc. C'est beaucoup plus compliqué et il me semble que ce pays s'est quand même doté de lois contre la traite. Pourquoi on ne l'applique pas? C'est surtout ça le problème. Et il faut interroger la culture, il faut interroger tous ces freins au développement que nous vivons, parce que tout simplement on se dit, nous sommes africains et que nous avons un certain nombre de valeurs à défendre. Mais je ne pense pas que les valeurs qui ont été bafouées tout récemment et qui ont défrayé la chronique, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine, je ne pense pas qu'on ait le droit d'enfreindre cela juste sous prétexte qu'on veut faire apprendre à l'enfant quelque chose. C'est une réalité et existe bel et bien au Sénégal. Les enfants victimes de traite et qui voient leur intégrité bafouée à l'image de ces enfants. Après musagal wala waxala dem jogal fi. Loolu en tant que góor en tant que xale metti na sa xol parce que da nga jàpp ne tu es humain nit nga koy laaj mu lay saaga di la wax ju ñaaw kon loolu nekk na luy jouer ci sa xel. Et il est grand temps qu'on puisse revoir ensemble avec tous les acteurs les stratégies adaptées à la problématique. Il y va du respect de la dignité humaine de ces enfants, mais il y va également du respect des engagements de l'État du Sénégal envers les Nations Unies, où il a ratifié toutes les conventions et traités relatifs à la protection de l'enfant. Ils tendent la main malgré eux. Ils sont dans la rue et bravent le vent, le soleil et le froid malgré eux. Et la rue a fini par les transformer en adultes avant l'âge. Un enfant, nous en tout cas, l'expérience qu'on a en tout cas, montre que les choses qu'ils ont vécues dans la rue les ont un peu forgées. Donc à un moment, on a même l'impression qu'ils ne sont plus des enfants, parce qu'ils ont acquis des réflexes. Comment se protéger, comment se nourrir, comment distinguer l'adulte qui a de bonnes intentions, l'adulte qui a des intentions cachées. Les enfants parviennent quand même à se protéger dans la rue, même si cela ne les exempte pas, cela ne les sauve pas de beaucoup d'autres dangers. Ces enfants exploités par la mendicité, à un moment avaient déserté les rues de Dakar, après la décision de l'État de les y retirer. Eh bien, le phénomène continue toujours. Et là où le bas blesse, c'est l'application des mesures et le suivi. Toutefois, il faut relever également une absence d'application rigoureuse de la loi, comme on l'a dit tantôt, mais également l'absence de stratégie concertée entre les différents pays qui sont concernés par ce phénomène. Parce que si le Sénégal adopte des mesures et que les autres pays ne suivent pas, je pense que le problème risque d'être entier. Donc il y a un problème. Il y a un problème qui nécessite qu'on en parle. J'ai vu avec beaucoup de bonheur que le ministère en charge de ce problème-là l'a pris à bras le corps. En tout cas, ces 5 dernières années, j'ai vu qu'il y a eu des initiatives, même si les résultats sont loin de ce qu'on était en droit d'en attendre.
pourquoi on ne réussit pas à sortir ces enfants-là de la rue? Pourquoi on n'arrive pas à organiser leur séjour dans des lieux de recherche de connaissances? Puisque les daras, ce sont des endroits où l'on cherche la maîtrise du Coran, la connaissance du Coran, sa maîtrise, et même pour certains l'érudition. Parce que on a eu des parents qui s'en sont sortis avec énormément de facilité, mais avec beaucoup de qualité, pour avoir fait ce parcours chez leur marabout. Le fait que chaque fois que l'État fait un effort, prend une initiative, vous avez suivi l'époque du centre Guindi. Avant, il y avait d'autres centres également. Vous avez suivi aussi l'effort des écoles coraniques modernes, comme on les appelle. L'effort que l'État fait aussi pour avoir un système d'éducation qui soit équidistant. Et il est certain que les autorités de tutelle ont beaucoup de peine à organiser, à discipliner, à arranger les rapports de ce système d'éducation avec le système d'éducation universel que toi, vous-même et moi-même, nous avons suivi. En ce qui concerne la traite des enfants, des protocoles additionnels au protocole de Palerme ont été bien ratifiés par le Sénégal. Ça, c'est-à-dire que le Sénégal, depuis quelque temps quand même, a mis en place toute une législation. Par exemple, la loi de 2005-06 de lutte contre la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, qui est quand même une loi qui est dans la dynamique de l'adoption au plan international du protocole de Palerme. Le protocole de Palerme, c'est un protocole additionnel, disons, à la Convention internationale contre la criminalité organisée. Le Sénégal l'a adopté vers les années 2000 et la recommandation l'a ratifié plutôt vers les années 2000. Après son adoption, on appelle ça la CTO, la Convention contre la criminalité organisée quelque part. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de parler de ce protocole, le protocole de Palerme qui concerne la traite. Cette loi, c'est très clair, il y a un article, l'article 2 ou l'article 3, si je ne m'abuse, qui est consacré à l'exploitation de la mendicité d'autrui. Les formes de traite concernant les enfants, c'est la mendicité forcée, les servitudes domestiques, l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, etc. Les textes prévoient des sanctions pour les auteurs de traite d'enfants, mais elles ne sont pas appliquées. Effectivement, l'absence d'application rigoureuse des textes qui protègent les enfants, qui assure la protection des enfants contre toute forme de traite, de trafic ou d'exploitation. Je peux en citer par exemple la loi sur la traite des personnes de 2005. Et il a été documenté que entre 2010 et avril 2015, il n'y a eu qu'un maître coranique par exemple abusif qui a été condamné. Alors que la loi est bien là et protège les enfants contre l'exploitation par la mendicité. Comme ils l'entendent, il y a un besoin d'éducation des différentes populations des différents pays, mais il y a un besoin également de sanctions. Quand on en prend un ou deux, il faut gérer par une méthode d'exemple. Si on prend des adultes qui sont en mobilité avec des enfants dont ils ne peuvent justifier aucun lien et aucun papier administratif qui fixerait leur responsabilité, ces gens-là doivent être identifiés, punis par la loi, parce que la loi existe, mais on ne le fait pas.
On ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle vous avez même des Nigériens, des jeunes qui m'ont dit, des femmes qui m'ont dit, avec leur mère pour la plupart du temps, et qui viennent de plus loin que la Guinée-Bissau, de notre survie à nous tous, que d'identifier ces personnes-là. Si on les attrape sur le territoire sénégalais, qu'on leur applique la loi, et au besoin qu'on les expulse, qu'on les fasse sortir du territoire sénégalais. Les moyens sont là, c'est qu'ils ne sont pas appliqués. Aujourd'hui, force est de constater que des soi-disant marabouts recrutent, hébergent et exploitent des enfants par la mendicité. Et ces soi-disant marabouts se font appeler des businessmen, car ne laissant aucun moment à l'enfant pour l'apprentissage du Coran qui est si bénéfique pour lui. Et qui vont de maison à maison, surtout de rue à rue, parce que c'est en fait des enfants que l'on retrouve surtout dans la rue. Et beaucoup, on a jeté l'anathème sur les marabouts, on a jeté l'anathème sur leurs parents, on a jeté l'anathème sur l'État. L'un dans l'autre, je pense que ces trois structures sont tout à fait responsables de ce qui se passe en ce moment. Que ces enfants soient confiés par leurs parents pour une éducation coranique, qu'ils n'ont pas le temps d'assimiler ni de comprendre, parce qu'ils sont toujours dehors. Et une fois qu'ils rentrent dans la maison du marabout, ils sont tellement crevés et peut-être même il y en a qui ont faim malgré tout, que je doute fort qu'ils passent la nuit à apprendre le Coran. Aujourd'hui, la manne financière est importante. Les business tournent autour de 5,4 milliards de francs CFA selon une source informée. Eh bien, les organisations de la société civile alertent encore une fois que le Sénégal mette en place un système de données centralisé relatif au phénomène de la traite et du trafic illicite de migrants et spécifiquement des enfants. Cela peut renseigner sur l'ampleur de ces phénomènes, mais également sur les incidences réelles que ces phénomènes ont sur la vie, la survie et le développement des enfants. Cela permettra également de voir les goulots d'étranglement pour pouvoir les combler. Et de toutes les façons, en termes de respect de dignité humaine de l'enfant, parce que nous, au niveau de la RADDHO, nous travaillons pour la promotion et la protection des droits humains. Et en ce qui concerne les enfants, nous disons qu'il faut assurer la vie et la dignité de chaque enfant. Et là, nous disons l'État ne doit pas continuer à négocier sur le dos des enfants. Il est temps quand même que l'État puisse aller de l'avant et introduire ce projet de loi qui a été adopté le 6 juin 2018 en Conseil des ministres, l'introduire au niveau de l'Assemblée nationale pour une adoption définitive. Même si par ailleurs, on pourra voir d'ici quelques années, après la mise en application des dispositions de ce texte, quelles sont les petites modifications pertinentes à apporter à ce projet de loi, mais au moins que ce projet de loi soit adopté à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est l'une des priorités qui doit être celui de l'État du Sénégal en ce début d'année. Retenir aujourd'hui, c'est que c'est un engagement fort des communautés aussi, parce que ce sont les communautés qui acceptent les enfants dans les quartiers. Ça, c'est déjà un aspect. Donc, il y a la famille qui est là et qui doit jouer un rôle fondamental par rapport à la question, parce que les enfants nous viennent de famille. Ce sont des parents qui ont accepté de mettre leurs enfants à la disposition de quelqu'un qui les exploite. Donc, il faudrait que cette complicité des parents soit de fait pour que les enfants ne soient plus dans les rues. Maintenant, il y a les collectivités territoriales qui ont leur territoire et qui peuvent dire que dans mon territoire, personne n'y mange. Et maintenant, l'autre chose, c'est de la responsabilité de l'État central. C'est l'État central qui définit les politiques. Vu la situation des enfants qui migrent vers Dakar, à quelle protection pour eux? La loi 06 de 2005
du 10 mai relatif à la lutte contre la traite des enfants. Donc tu as tout un arsenal juridique de protection des enfants. Ensuite, vous avez le comité, la cellule nationale. Le Sénégal a mis un dispositif institutionnel, la cellule nationale de lutte contre la traite des personnes, la direction des droits de l'enfant. Bon, maintenant, vous avez aussi les plans. Il y a le plan d'action nationale de lutte contre la traite des personnes. Je pense aussi que c'est un élément de réponse. Est-ce que tout ça, c'est pertinent ou pas? Et je m'en vais dire aussi que la Constitution du Sénégal, dans le préambule, fait référence à la Convention internationale, dans le préambule. Mais au niveau de plus en plus également, les ONG s'organisent, travaillent avec les comités, les CDPE, les comités villageois de protection de l'enfant. Il y a aussi les CAP qui ont été les CAP, c'est des sortes de collectifs d'appui à la protection de l'enfant. Pour tout de suite y répondre. Pour faire face à ce problème, nous avons, dans un premier temps, travaillé avec un groupe de pays restreints, notamment le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Mali et la Gambie. Parce qu'on avait des problèmes de mobilité des enfants entre nos frontières. Et au-delà aussi des considérations diplomatiques et consulaires, dans nos rencontres internationales, nous avions jugé nécessaire de nous concerter entre les directeurs de la protection pour trouver des solutions très pratiques. Et cela nous a amené à créer, avec l'appui du service social international, ce qu'on appelle le réseau Afrique de l'Ouest. Ce réseau Afrique de l'Ouest travaille sur la base de standards. Quand on parle de standards, c'est des étapes procédurales pour l'identification, la prise en charge d'urgence, l'analyse de la situation de l'enfant, la médiation, son retour en famille ou dans une institution. Mais dans des standards, c'est-à-dire dans des conditions qui respectent la dignité et la sécurité de l'enfant. Ce sont ces coordonnées qui sont exploitées et il y a tout un dispositif qui est mis en place pour le retour de ces enfants. Parce qu'un enfant d'un pays étranger qui est au Sénégal bénéficie des mêmes droits que l'enfant sénégalais, doit avoir les mêmes traitements. Donc, il n'y a pas de discrimination. De la même manière, quand nos enfants sont à l'extérieur, ils sont traités de la même façon que nous traitons les enfants des pays étrangers ici. Et les normes de protection sont partagées par tous ces pays. Ce qui fait que le dispositif de protection qui est là est reproduit dans les autres pays. De sorte que nous avons des points focaux, au-delà même des directions nationales qui encadrent l'activité, sont les points focaux qui prennent en charge les points focaux des ONG que nous avons identifiés et désignés, qui prennent en charge ces enfants et les amènent dans les conditions adéquates entre nos mains pour qu'on les retourne dans leur famille. Maintenant, c'est ce réseau Afrique de l'Ouest que 4 pays avaient démarré, qui a été adopté par l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO. Pour dire que nous avons adopté ici au Sénégal, parce que tout est parti du Sénégal, nous avons élaboré ces procédures avec l'UNICEF, avec les acteurs nationaux, nous les avons éprouvées, et maintenant, c'est tous les pays de la CEDEAO qui adoptent les mêmes procédures que le Sénégal avait entamées. Donc tout ça aussi, c'est à l'honneur de notre pays. Donc même si nous vivons des problèmes de protection, d'application de la loi, il se trouve que nous avons en tout cas des mécanismes qui sont très efficaces et que si on arriverait vraiment à les appliquer à 100%, peut-être qu'on ne connaîtrait pas cette ampleur-là. Le retrait des enfants de la rue sans céder à la pression sollicitée par les organisations de la société civile. Que les mesures idoines soient prises et que l'État également fasse preuve d'une volonté politique très forte pour que ces mesures-là préconisées jusqu'à présent puissent être effectives et effectivement mises en œuvre par les différentes institutions nationales concernées par la protection de l'enfant. Vous verrez qu'on peut relever le programme de retrait des enfants de la rue
qui jusqu'à présent peinent à avoir les résultats fixés. Je sais qu'actuellement, l'État du Sénégal est en train de bouger par rapport à la situation des enfants en situation de rue. Ils sont en train de déployer des stratégies et tout ça. On va voir ce que ça va donner au finish. Mais on sait que ce n'est pas un problème où l'État a pris ça à bras-le-corps, parce que si l'État l'avait pris à bras-le-corps, le problème était réglé. Parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, dans nos pays, tout ce qu'un État veut régler, l'État peut le régler. Quand on dit plus de personnes dans les rues, il n'y aura plus personne dans les rues. Quand les gens veulent faire leur marche, quand on dit que personne n'arrivera à un point, personne n'y arrive. Parce qu'ils ont les moyens de contrôler cela. La police est là, la gendarmerie est là pour ça. Donc quand on dira au Sénégal, plus de mendicité, plus d'enfants dans les rues, sans aucune considération subjective de la question de la mendicité, parce qu'en fait, ce n'est ni religieux, c'est juste une tradition. Le ministère de l'Enfance s'y attelle, le retrait des enfants de la rue en vue. Cette fois-ci, la décision sera imminente. Ici à Dakar, parce que les opérations de retrait vont démarrer dans la région de Dakar, qui va constituer la phase test. Maintenant, le lancement est prévu. Je crois que c'est une date butoir qu'on ne pourra pas véritablement dépasser. Ce sera le mois de mars. Donc notre feuille de route nous conduit, ça je dis officiellement, au démarrage des opérations de retrait des enfants de manière durable et pérenne, selon les thèmes du président de la République, n'est-ce pas, pour que les enfants puissent bénéficier de conditions de sécurité et de bien-être adéquats. La politique, c'est ce que vous avez vu plusieurs fois dans l'initiative du gouvernement de retrait des enfants de la rue. Donc il y a cette volonté, mais aussi qui est suivie d'effets. Maintenant, peut-être vous pouvez parler de résultats qui ne sont pas atteints, des résultats mitigés. Tout cela nous a amené aujourd'hui, à l'issue de la dernière directive présidentielle lors du dialogue national. Le président a parlé du retrait des enfants de la rue. Je pense que cette fois-ci, c'est de manière pérenne. Il ne s'en est pas limité là. Il a donné des directives à Madame le ministre en charge de la protection des enfants, lesquelles directives ont été transmises, ampliées à d'autres ministères sectoriels, que sont le ministère de l'Intérieur, qui a la force de police, qui a la légitimité de sortir les enfants de la rue. Il y a le ministère de la Justice, qui est dans l'application des lois. Donc, tant que les lois ne sont pas appliquées dans ces opérations, je pense que nous aurons toujours l'effet décisif. Il y a le ministère de l'Éducation qui joue un rôle important, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le ministère de la Culture et de la Communication, pour l'aspect communication, que nous allons coopter, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Budget, que nous allons coopter, mais il y a le ministère également du Développement communautaire. Actuellement, c'est l'ensemble de ces 7 ministères qui travaillent autour d'un comité interministériel de protection de l'enfant. Donc depuis la directive, nous nous réunissons autour d'un comité ad hoc et nous avons élaboré 2 documents phares, disons 3. Il y a un arrêté interministériel qui va encadrer désormais les retraits, qui sera signé bientôt. Il y a un document de plan de retrait qui va déterminer les opérations et tout le programme, depuis l'identification dans les rues, la prise en charge d'urgence, le référencement jusqu'au retour en famille. Il y a enfin le plan de communication qui est adossé au plan de retrait, qui devra permettre d'engager, de sensibiliser, mais aussi d'impliquer les populations. Et nous avons travaillé sur la base d'une feuille de route. La feuille de route dont la plupart des activités ont déjà été exécutées. C'est des rencontres sectorielles, des rencontres de coordination que nous menons avec les acteurs tels que les partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile. Nous avons rencontré la Fédération nationale des associations d'écoles coraniques, aujourd'hui qui est aux côtés, qui a partagé les objectifs du gouvernement et qui est prête à accompagner le gouvernement dans l'identification non seulement des daras qui ne sont pas aux normes, parce qu'il y a des daras parasites,
franchement, je m'excuse du terme, mais qui ne répondent pas aux critères de Dara simplement parce qu'ils ont été installés pour exploiter les enfants dans des conditions de sécurité et d'habitat précaires. On a rencontré les familles religieuses et les autorités coutumières. Et par la même occasion aussi, nous allons rencontrer, dans un bref délai, les institutions de la République, l'Assemblée nationale, le Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Et ce sera à l'issue de tout cela. Nous sommes en train de capitaliser toutes les contributions de ces différents partenaires. Et ces contributions vont venir alimenter le plan d'action à travers lequel chaque acteur se sentira impliqué. Alors, cette décision sera-t-elle définitive? Je le pense bien, c'est un défi que nous avons lancé et nous pensons pouvoir l'atteindre. L'État, qui est détenteur d'obligations en matière de protection des droits des enfants, a le devoir de faire protéger ces derniers en faisant respecter les droits de tout enfant victime de traite pour qu'il retrouve la dignité. Car ces enfants qui sont l'avenir de demain et qui ont tant souffert ont besoin de vivre comme leur père.